Planète locale, comme chaque lundi sur BFM Lyon, soyez les bienvenus. Toutes les questions sur l'environnement, l'écologie, le développement durable, tout ce qui peut vous aider dans votre quotidien, c'est ici que ça se passe. Et celle qui vous donne souvent beaucoup de réponses, c'est Lucie Young. Bonsoir Lucie. Bonsoir Elodie. Et on a comme invité cette semaine pour parler éco-construction Stéphane Pagano. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. On va vous retrouver dans un instant. Mais d'abord, on débute comme chaque semaine avec Lucie et son initiative de la semaine. Cette initiative, Lucie, c'est une entreprise installée à Villeurbanne qui a décidé de produire de l'énergie verte et locale. Oui, locale. Son nom, Urban Solar Energy, qui est parti d'un constat simple. Il faut rapprocher les producteurs et les consommateurs d'énergie à Lyon. Il faut le savoir, entre 7 et 10 millions de mètres carrés de toit seraient potentiellement exploitables pour y installer des panneaux photovoltaïques. Et donc, c'est autant de surface que ce fournisseur d'énergie voudrait utiliser pour y installer des panneaux solaires, puisque on perd, et pour éviter de perdre de l'énergie dans le transport, on perd entre 8 et 10% d'énergie dans le transport entre l'endroit où on le produit et l'endroit où on le consomme. Ça, c'est donc l'ambition des panneaux solaires partout en ville sur les toits. Et la société, elle veut aussi développer ce qu'on appelle l'autoconsommation et le stockage virtuel de l'énergie. Alors concrètement, si vous produisez plus d'énergie que vous n'en consommez avec vos panneaux solaires, notamment entre midi et 2, et bien ce surplus, il sera valorisé, il servira à alimenter d'autres consommateurs qui ont souscrit chez ce même fournisseur. Et ensuite, chaque kilowatt de surplus, il est calculé et il est réutilisé plus tard pour ne pas perdre cette énergie. Et donc, elle ne peut donc pas être stockée. Donc, on l'utilise pendant les heures creuses, les heures où il fait nuit, quand il n'y a pas de soleil. Et à ce moment-là, on utilise de l'énergie hydroélectrique. Voilà comment ça, c'est un peu compliqué, mais c'est assez pratique. Et il faut savoir que dans le Rhône, la grande majorité de l'énergie provient aujourd'hui de deux sources. Il y a le nucléaire et il y a l'hydroélectrique grâce aux centrales donc hydrauliques dans le Rhône. Mais à Lyon, dans Lyon même, c'est difficile de trouver comment consommer localement les panneaux solaires sur le toit. Ça peut donc être un début de solution. Et passer à l'énergie verte, c'est bien évidemment Lucie, mais aussi on peut agir au quotidien avec des petits gestes tout simples finalement. Des tout petits gestes qui ne demandent pas beaucoup d'efforts. Par exemple, moins chauffer 19-20 degrés maximum l'hiver et puis mettre un pull en plus. Ou alors s'équiper d'ampoules basse consommation. Ou alors un autre geste assez simple, éteindre systématiquement les appareils en veille, puisque s'ils restent allumés, ils consomment jusqu'à 80 € d'électricité par an. Alors autant les éteindre, c'est bon pour la planète et puis ça allège la facture accessoirement. Merci Lucie pour tous ces bons conseils. Tout de suite, l'invité de Planète Locale. Stéphane Pagano est avec nous. Vous êtes responsable pédagogique et formation chez Oikos, association qui développe la construction et la rénovation écologique. D'abord, pour qu'on comprenne bien, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'est l'éco-construction ou construction durable ? On a combien de temps? En version très courte, très simple. Très courte. Pour que tout le monde comprenne, c'est important. L'éco-construction, c'est d'abord des systèmes constructifs, des matériaux et aussi des modèles de production qui réduisent l'empreinte environnementale des matériaux et de la mise en œuvre. Pour faire simple. Après, on peut ajouter à cela la question des filières, de la création d'activités économiques locales et non délocalisables, etc. C'est-à-dire que pour nous, c'est ça la construction écologique. Les matériaux justement utilisés pour une construction ou une rénovation éco-responsable, ce sont lesquels ? Il y en a beaucoup, je crois. Alors, il y en a beaucoup. La majorité d'entre eux, aujourd'hui, enfin de ceux qu'on utilise, sont dits biosourcés, c'est-à-dire qu'ils sont d'origine végétale. Il y en a un petit peu d'origine animale, par exemple la laine de mouton ou d'autres. Beaucoup issus des filières bois, de la transformation du bois, comme ces matériaux-là, par exemple. Ça, c'est du bois classique. C'est de la fibre de bois qui est utilisée comme panneau et on peut l'utiliser dans plein de situations différentes. Voilà, donc on va utiliser ce type de matériaux sur de la construction, mais aussi en rénovation. Des filières qui sont issues du recyclage, comme ces matériaux-là. Donc là, je vous montre ici ce que je vous ai amené, ce sont surtout des isolants, parce que c'est quand même un gros enjeu aujourd'hui, et c'était un peu ce que j'avais sous la main qui était facile à amener. Bon, je vous ai quand même amené une grande copine qui est la terre, qu'on oublie souvent. Il faut savoir que dans le département du Rhône, avant la Seconde Guerre mondiale, 80% du patrimoine bâti était en pisé, en terre, juste branché. Et ça revient aujourd'hui au goût du jour, on construit plus en pisé aujourd'hui? Pour l'instant, non, mais c'est un matériau d'avenir.
Pourquoi ? Parce qu'en fait, déjà, on peut construire avec, ça c'est la première chose. Il y a un problème d'impact de prélèvement des ressources, des matières premières sur les matériaux de construction, tout ce qui est granulat, donc tout ce qui est pierre, sable, etc. Ça a des gros impacts environnementaux, c'est très lourd à transporter, etc. Donc la construction écologique, on va essayer de réduire en fait ces impacts-là en jouant sur tout un tas de facteurs. Par exemple, donc le sourcing des matériaux, évidemment. On va jouer aussi sur l'impact lors de la production des matériaux, la consommation d'énergie, la pollution de l'eau, l'impact sur la biodiversité. Et on va analyser comme ça les matériaux sur toute leur étape de vie jusqu'à la fin de vie, c'est-à-dire, on dit du berceau à la tombe. C'est un peu ce qu'on utilise. Aujourd'hui, quand on construit une maison ou un immeuble, cette construction doit répondre à des normes, j'imagine. Est-ce qu'une construction aujourd'hui est forcément éco-responsable ? Alors, je dirais que toutes les constructions ne le sont pas. Par contre, on peut faire de la construction écologique, voire très écologique, en restant quasiment sans problème dans les clous de tout ce qui est réglementaire, en fait. Ça coûte plus cher ? Alors, c'est une fausse idée. Alors, ça peut coûter plus cher à partir du moment où on fait une comparaison un peu brute de décoffrage, mètre carré par mètre carré. C'est là aussi, quand on avait préparé un petit peu les échanges en amont de cette interview, c'est qu'en fait, il faut aussi se dire que quand on construit avec des matériaux écologiques, on a une approche globale, qui est une approche à la fois sur la conception du bâtiment, ce qu'on appelle la conception bioclimatique, c'est-à-dire tenir compte du site, tenir compte du vent, des apports solaires, enfin, c'est s'intégrer au site et tenir compte de la météo locale. Donc on adapte la conception, l'aménagement du bâtiment et du coup la façon dont on vit à l'intérieur aussi. Ça ne veut pas dire qu'on renonce à du confort ou pas du tout. Hein. C'est juste que si on a une conception globale, en fait, on n'est pas obligé d'avoir un surcoût important. Ce qui est important à comprendre, surtout, je pense, c'est que le monde du bâtiment, il n'est pas réputé pour sa qualité aujourd'hui, clairement. Malheureusement, c'est-à-dire qu'on fait souvent du vite et pas cher. Et du coup, on utilise des matériaux très industrialisés, très polluants. Alors qu'en fait, si on faisait du bâtiment de qualité, qui soit écologique ou pas écologique, on aurait de toute façon ce surcoût. Donc en fait, ce qu'il faut se dire, c'est que quand on fait le choix de partir sur des matériaux écologiques, c'est pas tellement un surcoût, c'est surtout la qualité de la mise en œuvre et parfois un peu les matériaux, mais surtout la conception. La rénovation, on sait également que c'est un enjeu majeur. Les constructions anciennes peuvent être de véritables passoires aujourd'hui. Oui. Comment rénover correctement ? Eh ben, j'ai envie de dire, d'abord dans un premier temps, avec des solutions biosourcées notamment, parce que tous ces matériaux que je vous ai amenés, ils ont des caractéristiques techniques, dont on ne va pas rentrer dans les détails, qui font qu'ils respectent le patrimoine bâti. La pierre, la terre que je vous ai montré, ces vieux matériaux, en fait, ils supportent très mal même les matériaux comme le polystyrène, les laines de roche, etc. C'est une question hygrométrique, on ne va pas rentrer dans de migration de vapeur à l'intérieur, mais c'est juste pour dire que en fait, ces matériaux-là respectent le patrimoine bâti actuel, beaucoup plus que les matériaux qu'on utilise de manière conventionnelle aujourd'hui. Après, on peut faire d'excellentes rénovations. Si un jour ça vous intéresse, on peut vous emmener sur un chantier qu'on vient de finir, un chantier école qu'on vient de finir, dans une ferme. On a fini il y a quelques jours, où on peut vous montrer toutes les solutions qu'on peut mettre en œuvre sur un bâtiment existant. Par exemple, si je suis un particulier, que je veux faire des travaux dans ma maison pour essayer d'avoir une maison un peu plus écologique, on ne sait pas forcément toujours ce qu'il faut faire. On entend plein de choses à droite, à gauche. Par quoi on commence ? Quels sont les bons réflexes à avoir ? Je pense tout de suite comme ça aux fenêtres, on nous dit attention, l'isolation c'est important, on perd énormément d'énergie. C'est par là qu'on commence ? Alors, c'est un peu dans la continuité de ce qu'on s'est dit tout à l'heure, c'est-à-dire que effectivement les postes principaux qui sont traités en rénovation, souvent c'est la toiture, les murs et les menuiseries. Donc effectivement, ce sont des enjeux, c'est par là que ça passe beaucoup. Mais en réalité, il y a une étude faite par l'ADEME il y a quelques années, qui est sortie en 2017, qui montre que 75% des rénovations n'apportent pas de changement de classe énergétique. Elles peuvent éventuellement apporter une amélioration du confort, mais quand on sait que les Français ont dépensé directement ou indirectement, c'est-à-dire via leurs impôts et les aides, 60 milliards d'euros pour rénover ces bâtiments, et qu'il y en a 75% qui n'ont pas été réellement efficaces. Voilà, on peut se dire que c'est pas seulement une question de postes, c'est toitures, c'est les murs, c'est les fenêtres. En fait, c'est une vision d'ensemble et c'est surtout un accompagnement. C'est-à-dire que
il faut aussi se dire que c'est quand même beaucoup mieux d'être accompagné sur le projet pour sa vision globale, pour traiter... Comment on s'entoure bien, justement? On sait tous, on a tous reçu ces coups de fil où on nous propose pour 1 euro d'isoler de nouveau notre toiture. Ouais. Comment on fait pour ne pas tomber dans des pièges et avoir le bon artisan pour nous conseiller? Alors, la poudre de perlimpinpin, ça n'existe pas. Le matériau magique, ça n'existe pas. C'est toujours le bon matériau au bon endroit avec la bonne technique adaptée au site. Donc on commence toujours par un bon état des lieux, un bon diagnostic. Et pour ça, effectivement, il faut se faire accompagner par quelqu'un qui a des compétences sur avoir la lecture du bâtiment et comprendre le bâtiment. Donc, j'ai envie de dire, d'un premier point d'entrée pour éviter pour se faire guider un peu sur les différents acteurs, commencer par le réseau FER qui a été mis en place par le gouvernement, qui est quand même pas si mal. On peut être, même si on peut avoir quelques critiques dessus, donc c'est fer.gouv.fr pour aller trouver en fait des acteurs de la rénovation, avoir des conseillers énergie. Il y a plein d'agences locales de l'énergie partout sur le territoire. Ils sont capables aussi d'orienter ces acteurs-là, sont capables d'orienter les gens vers nous aussi, vers OICOS notamment. Nous, on est une association, donc on fait beaucoup de conseils aux particuliers de manière totalement gratuite. Après, on peut demander un petit peu, mais je veux dire, c'est rien du tout. Mais l'important, c'est ça, c'est de se tourner vers les professionnels, se faire accompagner, avoir des devis et évidemment demander conseil à des professionnels reconnus et certifiés. Alors, il y a effectivement le réseau des professionnels certifiés RGE, mais je pense qu'il faut vraiment aller au-delà de ça. C'est-à-dire qu'il faut se dire, vous ne mettez pas votre tête dans une glacière quand vous rentrez chez vous. Et vous voulez pas de matériaux qui sont complètement... Donc, il faut avoir une vision globale, se faire accompagner et surtout se dire que il n'y a pas de solution magique. Voilà, c'est vraiment... Eh bien, le message est passé, en tout cas, ce soir. Merci beaucoup, Stéphane Pagano, d'avoir été notre invité. Merci, Lucie. On n'a plus le temps pour le chiffre, mais on en reparlera lundi prochain, parce que c'est une opération qui a lieu ce week-end de nettoyage, de ramassage de déchets notamment. Et on en parlera lundi prochain, promis. Merci à vous, Lucie. Vous restez avec nous. L'info se poursuit sur BFM Lyon. Très bonne soirée.